Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h, c'est l'heure de vous faire le point sur l'actualité nationale à travers le monde. Voici tout de suite le rappel de principaux titres avec vous, Asma. La génération du concret signe 11 conventions avec les réseaux associatifs du pays ainsi que des représentants des régions. Et à la une également, première réunion de la Ligue des Ulama djiboutiens, on vous en dit plus dans ce journal. Avant de développer ces titres, commençons par cette information de dernière minute. Un incendie a particulièrement détruit ce soir un magasin quartier commercial. Il s'agit d'un magasin électronique de la rue de Rome. Les pompiers qui sont arrivés rapidement sur le lieu ont réussi à maîtriser le feu. Le préfet de Djibouti ainsi que le responsable du corps urbain de la police nationale se sont rendus sur la place pour coordonner les opérations de secours et faciliter l'action des sapeurs-pompiers. Hormis les dégâts matériels importants, aucune victime n'est à déplorer selon un premier bilan de la protection civile. Pour l'heure, les causes qui sont à l'origine de l'incendie sont inconnues. Autre titre de ce journal, après la semaine nationale de vulgarisation menée par la génération concrète de Djibouti, l'association est entrée dans une nouvelle phase. Celle d'une part de faire le point sur la conférence de débat qu'ils ont initiée dans tout le pays avec la société civile. Il était question aussi d'échanger et de poursuivre le débat avec la société civile à travers les réseaux associatifs que compte la République de Djibouti. L'association Génération du Concret, par le biais de son président Nasser Ibrahim Rayad, a signé 11 conventions de partenariat avec les associations représentant la société civile de différents communs de la capitale et de 5 régions de l'intérieur. C'est ainsi que la Génération du Concret a paraphé les documents de partenariat avec entre autres la Fédération de la jeunesse djiboutienne présidée par Abdi Farah Ifli. Une association composée de personnes qui ont bénéficié des prises en charge afin d'être soignées à l'étranger, et ce grâce à l'appui du président de la République. Jeune étudiant. Pour le président de l'association Génération Concret, Nasser Ibrahim Rayad, il s'agit de poursuivre la sensibilisation à travers les réseaux qui témoignent de leur abnégation pour participer au développement du pays. Il a indiqué également que ces actions sont issues de la société civile pour la société civile. On l'écoute. Voici aujourd'hui, en présence de plusieurs membres de la société civile, qui sont venus spécialement des différentes régions ainsi que les différentes communes de Djibouti, ville, pour concrétiser dans les jours à venir le travail que nous avons démarré. C'est bien de faire des conférences, mais faut-il avoir le moyen de continuer et de mettre en application par des structures compétentes notre ambition de génération du concret. Mon désir solennel est que chaque région et commune puisse avoir leur propre génération du concret. Et spécifique, qui nous assisteront, bien entendu, dans la mise en œuvre de leurs programmes et plans d'action annuels. Mesdames et messieurs, nous avons également aujourd'hui parmi nous une association que j'estime énormément, dénommée Santé pour tous, Merci IOJ. En effet, plus de 5000 Djiboutiens et Djiboutiennes ont bénéficié d'une prise en charge totale pour une évacuation sanitaire à l'étranger, et ceci grâce au président
de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Ils ont contacté eux-mêmes et ont eu le désir d'apporter leur témoignage à travers leur présence massive parmi nous. Je leur dis bon courage et la génération du concret que j'ai l'honneur de présider ne ménagera pas ses efforts pour vous appuyer et vous assister dans vos différentes démarches administratives. Comme vous venez de l'entendre par les présidents de la génération du concret, 5000 personnes évacuées pour des soins de différentes classes sociaux. Ces personnes sont atteintes par des maladies graves comme le problème neurologique. À titre d'exemple, un jeune âgé d'une trentaine d'années a bénéficié d'une opération chirurgicale afin de lui remplacer le derritine des yeux. Coût de cette opération, 14 millions de nos francs. Au total, 5000 personnes ont bénéficié de ces programmes de prise en charge. Nous avons pu recueillir quelques réactions de personnes qui ont pu bénéficier de ces soins. Écoutons leurs réactions. J'étais couré là, j'étais en forme, j'étais pas malade. En 2013, je suis tombé malade. J'ai eu une maladie grave. Cette maladie s'appelle la myélopathie cervicale. J'ai eu un problème au cervical. Les médecins qui étaient ici, ils m'ont dit, monsieur, tu ne veux pas vivre longtemps. Tu as besoin d'une évacuation sanitaire à l'étranger parce que il faut que tu sois dans un institut de neurochirurgie. Sans savoir l'issue de ma lettre que je faisais, j'ai fait un dossier médical et j'ai envoyé ça à la présidence. Certains gens me disaient, monsieur, il faudra que tu attendes beaucoup de temps, hein, parce qu'il y a des gens qui attendent ça depuis 2 ou 3 ans. Comme par surprise, après 1 mois et demi, monsieur, dans 3 jours, tu vas partir en Inde, à Chennai. Mon témoignage à Chennai, quand on partait à Chennai, j'étais accompagné par 5 personnes, 5 Djiboutiens. Quand je suis allé en Inde, il y a un grand hôpital là-bas qui s'appelle le Global Hospital. Dans cet hôpital, les Djiboutiens sont les plus nombreux. Tous les gens qui sont les détracteurs, vous connaissez les détracteurs? Tous les gens qui disent toujours non, il n'y a rien. Je pense que ces gens-là, ils portent des lunettes de soudeur. Vous connaissez les soudeurs? Alhamdulillah. Les lunettes de soudeur, vous connaissez? Si tu portes ça, tu ne vois rien. Tu vas te casser la gueule. Je leur ai dit, il faut enlever ces lunettes et voir avec leurs propres yeux. À l'instar du monde, de la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la Journée mondiale des personnes handicapées au siège Vivre plus fort. Sous l'égide de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, l'événement a vu la participation des responsables de plusieurs associations représentatives de personnes handicapées. Cette journée a été célébrée pour la première fois en 1992 à l'échelle planétaire sur l'initiative de l'Organisation des Nations Unies. Objectif, mieux sensibiliser les masses laborieuses sur les handicaps des personnes à besoins spéciaux afin de favoriser leur intégration socio-professionnelle. Le président de l'association des aveugles djiboutiens, Idriss Moumine, a rendu un vibrant hommage au courage de ses semblables atteints d'infirmité. Des citoyens à part entière auxquels il a dit d'aller au-delà des clivages et participer de manière active au développement socio-économique du pays. Car c'est un droit mais aussi un devoir, a-t-il indiqué. De son côté, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, s'est dite favorable au renforcement d'un partenariat stratégique avec les associations de personnes handicapées appelées à devenir des interlocuteurs crédibles auprès des pouvoirs publics.
Effectivement, la secrétaire d'État à la solidarité nationale a déclaré que cette journée était dédiée au bilan pour mieux faire connaître la question du handicap, instaurer un dialogue avec les acteurs, susciter l'intérêt des handicapés et accompagner leur intégration socio-professionnelle dans la perspective d'une société juste et équitable. Concernant les étudiants à besoins spéciaux de l'Université de Djibouti, elle a précisé la disponibilité notamment d'une bourse financière et un moyen de transport pour faciliter leur cursus universitaire et réduire l'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur. Madame Zahra Youssouf Rayad a par la suite énuméré les différents programmes tels que la mise en place d'espaces accessibles pour les personnes à mobilité réduite dans les locaux de l'administration publique et des entreprises parapubliques, l'intégration des personnes à mobilité réduite dans le monde du travail, la prise en charge sociale, sanitaire de difficultés et des obstacles liés aux handicaps dans la vie quotidienne destinés à faciliter le quotidien de ces personnes. C'était à la une, la Ligue des Ulama djiboutiens a tenu ce matin sa première réunion. Cette rencontre était présidée par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Aden Hassan Aden, en présence des fondateurs de la Ligue des Ulama de Djibouti, autrement dit, du président de la Ligue, Cheikh Abdurrahman Mohamed Ali, du président du comité des sages, Aden Cheikh Hassan, ainsi que les ulama de la ville de Djibouti et ceux des régions. La Ligue des Ulama a été fondée il y a un an et a pour objectif de préserver les fondements du dogme islamique et de diffuser les vraies valeurs d'une religion modérée pour la bonne compréhension de l'islam. Les ulama sont également au service de la communauté et contribuent à lui transmettre les vraies valeurs d'une religion de piété, de pardon, d'amour envers le prochain. Cette première réunion a porté essentiellement sur la formation et la qualification des prédicateurs et des ulama afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle au sein de la société et des différentes communautés. Lors de la première réunion de la Ligue des Ulama, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf a prononcé un discours dans lequel il a rappelé la mission principale de cette ligne qui est de sensibiliser et d'informer le public sur le vrai islam. Il a ensuite rappelé aux ulama qu'ils ont une lourde responsabilité auprès de l'opinion publique afin de lui indiquer les vraies valeurs de notre religion. Le ministre a enfin précisé que des espaces spécialement conçus pour l'apprentissage et la lecture du Saint-Coran seront créés dans la capitale et les 5 régions. Les participants à cette première réunion, les ulémas djiboutiens, ont positivement réagi. Le président de la Ligue des ulémas djiboutiens, Abdurrahman Mohamed Ali, et le vice-président ont rappelé que le rôle de la Ligue est de rapprocher les musulmans pour une bonne compréhension de l'islam et de ses vraies valeurs, loin de tout fondamentalisme religieux, de tout extrémisme et l'exclusion de l'autre. Avoir la foi doit rapprocher l'homme de son créateur. C'est une question de spiritualité qui n'appelle pas à un recours à la violence et aux attentats suicides. Ils ont précisé que la tolérance est principe fondamental et important dans l'islam. Réunion de travail à l'Assemblée nationale sous la présidence de l'honorable Abdo Siki Edirie. Les membres de la commission de la législation et ceux de la commission du développement social et de la protection de l'environnement se sont réunis ce matin afin d'examiner un projet de loi portant sur l'organisation du ministère de l'équipement et des transports. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Ahmed Hassan. Le ministre a expliqué aux élus présents que la fusion entre la direction de l'équipement et le fonds d'entretien routier a rendu nécessaire la modification de l'organisation du ministère. Outre la prise en compte de ce changement, il est apparu aussi que le ministère devait mieux prendre en charge son domaine de compétences. Dans cet objectif, le projet de loi qu'on propose la création d'une direction des transports et d'une direction des statistiques, des études prospectives et des affaires juridiques. La direction des transports est appelée à travailler sur le développement et l'intégration de tous les modes de transport. Elle doit également apporter toute sa contribution à la transformation du transport urbain et interurbain. La sécurité routière est aujourd'hui une priorité. En collaboration avec les départements concernés, la direction des transports aura en charge de mettre en œuvre des initiatives pour l'amélioration de la sécurité routière. La création d'une direction des statistiques, des études prospectives et des affaires juridiques vise à doter le ministère d'une structure chargée de la production des données et des informations nécessaires pour l'élaboration de stratégies et de plans d'action basés sur des reconnaissances
précise du secteur des transports de la logistique. Cette direction a pour mission de mettre en place une veille continue de ce secteur stratégique pour le développement du pays. En répondant aux questions des élus sur le fait de savoir si ce nouveau organigramme aurait un impact sur le budget de l'État, le ministre a rassuré les élus sur ce point. Conformément à la consigne de maîtrise de la dépense publique, les modifications opérées ont été réalisées avec cette précaution. Selon le ministre, l'application de cet organigramme n'aurait aucune incidence sur le budget de l'État. Au sujet de l'état de nos routes, le ministre a indiqué que le gouvernement est parfaitement conscient des nombreux défis sur ce secteur. La création de l'agence djiboutienne des routes répond à ces soucis. Pour le ministre, l'agence pour l'entretien des routes sera un outil pour traiter efficacement cette question. Dans cette optique, l'agence djiboutienne des routes travaille déjà à l'élaboration d'un programme d'action. Le ministre a signalé qu'entre 2013 et 2014, l'ADR a investi 600 millions de nos francs. Sur la question de l'état d'avancement des travaux en cours du chemin de fer, Moussa Ahmad Hassan a indiqué que l'objectif du gouvernement était que le train soit opérationnel fin 2015. En ce qui concerne le CDE, il a précisé que la décision de liquider cette entreprise a été prise par les deux parties djiboutiennes et éthiopiennes. La société djiboutienne des chemins de fer prendra la relève de la CDE et exploitera dans un premier temps 2 lignes d'Orali Addis Abeba, Tadjoura, Mekele. Il a en outre indiqué que la construction de la première ligne d'Orali Addis a permis l'embauche de plus de 1000 nationaux et de 500 Chinois. Au terme des échanges, les commissaires présents ont donné un avis favorable à la transmission du projet de loi à la prochaine séance publique de l'Assemblée. Santé cette fois, Asma. L'Institut national de santé publique a organisé un atelier de discussion et de concertation sur le protocole de mise en place des systèmes de surveillance sanitaire appelés face aux grippes saisonnières. Étaient présents le médecin-chef des centres de santé communautaires, les infirmiers majeurs, les forces constituées, les laboratoires centrales. Cette réunion est une préparation en cas de grippe pandémique pour établir l'échange de virus grippaux et l'accès aux vaccins et autres avantages. Le cadre de préparation en cas de grippe pandémique est un accord international adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2011 afin d'améliorer la préparation et la riposte mondiale en cas de grippe pandémique. Les différents points de discussion étaient évaluer la faisabilité et le besoin pour la création d'un site sentinelle pour la surveillance des syndromes grippaux et des infections respiratoires aiguës sévères. Évaluer la faisabilité et le besoin en matière de collecte de l'échantillon de la grippe, l'expédition et le transfert des échantillons pour les tests de laboratoire à un laboratoire de la grippe de référence dans la région. Et le programme de surveillance de la grippe à Djibouti. Depuis 2009, nous savons qu'il y a pas mal de grippes qui persistent et l'OMS a choisi 5 pays et parmi ces 5 pays, Djibouti fait partie et nous avons eu un appui pendant 3 années pour la surveillance de la grippe. Donc cet atelier que nous avons lancé aujourd'hui, auquel un atelier va suivre le samedi, le lundi et le mercredi, est le lancement où on a pris un site pilote, les services de maladies infectieuses et le service de pédiatrie de l'hôpital général Pelletier, et dans ces contextes, pour mettre en place une surveillance clinique, une surveillance épidémiologique et une surveillance de laboratoire. Réunion sur la réforme de l'enseignement technique et professionnel. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Haroun Omar Aden, a dirigé hier après-midi au CRIPEN les travaux d'une réunion entre les responsables du département, les inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire d'une part et des experts français de l'autre venus appuyer la réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Dans leur intervention respective, le secrétaire général du MENFOP et le chef de mission de la délégation des experts français, M. Claude Nava, par ailleurs inspecteur général de l'éducation nationale en France, ont rappelé les impératifs d'une combinaison savamment dosée entre les enseignements théoriques et magistraux et les périodes d'immersion dans le milieu professionnel. L'un et l'autre ont par ailleurs insisté sur la nécessité mobilisation des moyens importants et des acteurs de la formation professionnelle, dont notamment les entreprises qui doivent offrir un accompagnement adéquat aux élèves. Par la suite, les responsables du ministère, dont l'inspecteur général et les directeurs généraux du CRIPEN, du lycée technique et professionnel, ainsi que les responsables de l'enseignement moyen et secondaire, ont engagé des discussions très denses avec la délégation d'experts français.
qui a été piloté par le secrétaire général, en présence aussi de nombreux cadres de l'enseignement technique et professionnel, avec lesquels nous avons pu établir un premier bilan de l'ensemble de ces travaux réalisés, tout en axant, bien entendu, aussi la discussion sur un certain nombre de petites difficultés à surmonter en matière de formation des professeurs et d'équipement. Et le secrétaire général nous a assuré, bien entendu, que tout cela serait résolu pour la prochaine rentrée, ou en tout cas progressivement pour les périodes à venir. En tout cas, de ce point de vue, tout avance correctement. Et le dernier élément de notre mission, ça a été une réunion avec les inspecteurs de l'enseignement général, parce que là aussi, il faut établir une articulation claire entre, d'une part, l'enseignement général, le français, l'anglais, l'arabe, le français, les mathématiques, l'histoire, et puis l'enseignement professionnel. Il faut qu'il y ait une articulation très cohérente qui s'établisse entre ces deux types d'enseignement. Toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre de son programme de réduction de la pauvreté urbaine dans les 5 régions du pays et avec l'appui de la Banque africaine de développement, l'ADDS a procédé ce mardi à la signature de contrats avec les 5 associations qui auront à exécuter des mini-projets au profit de la population et la région. Informations sur la gestion des crédits alloués et sur les procédures de l'agence en matière de paiement de leurs prestations sera en outre dispensée aux responsables de ces associations. On prépare à cette réunion le président du conseil régional Abdelrahman Younis Aré, le directeur du développement social Diriye Farah Suldan, le sous-préfet de la région Youssouf Ali et les différents dirigeants des associations. Rappelons que ces activités s'inscrivent dans le cadre du prêt consenti par la Banque africaine de développement et qui a pour objectif de réduire les écarts entre les régions et Djibouti-Ville à travers l'amélioration des infrastructures de base ou d'appui aux populations qui bénéficient d'un travail temporaire et utile pour eux et leur lieu de résidence. En vue de préparer la célébration du 80e anniversaire de la mort de l'administrateur Albert Bernard, le général de brigade aérienne Philippe Montoncchio, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, s'est rendu hier dans la région de Dikil. À son arrivée, le commandant a été accueilli par le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikhou Hassan, par le président du conseil régional Abdelrahman Younis Aré, par le commandant Omar Mohamed Ali, adjoint du chef de corps du régiment interarmé de Dikil, le Riyad, ainsi que les responsables de la police et de la gendarmerie. Au cours de sa visite, le commandant des FFDJ s'est entretenu avec le préfet de la région ainsi que le commandant du Riyad. Après la réunion et les échanges des cadeaux, le préfet de la région et le général de brigade armée aérienne se sont déplacés sur le monument de l'administrateur Albert Bernard, mort le 18 janvier 1935 à Morartou, dans la zone de Gobad. Dans le cadre de leur entretien, le préfet de la région et le général de brigade aérienne ont discuté des affaires civilo-militaires ainsi que la tenue de la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la mort de l'administrateur Bernard, prévue pour le 18 janvier prochain. Le général de brigade aérienne s'est rendu à Morartou par hélicoptère pour voir l'état d'avancement des préparatifs du site de célébration de la cérémonie de 80e anniversaire. Le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, a amplement tenu à adresser un hommage appuyé aux forces françaises stationnées à Djibouti. Avant de passer à l'actualité à travers le monde, nous venons de recevoir les images de l'incendie que nous venons d'évoquer ce soir dans nos journaux. Ce sont les images de cet incendie qui s'est déclaré ce soir même au magasin du quartier commercial. Il s'agit d'un magasin électronique de la rue de Rome. Les pompiers qui sont arrivés rapidement sur le lieu ont réussi à maîtriser le feu. Le préfet de Djibouti ainsi que le responsable du corps urbain de la police nationale se sont rendus sur place pour coordonner les opérations de secours et faciliter l'action des sapeurs-pompiers. Hormis les dégâts matériels importants, aucune victime n'est à déplorer selon un premier bilan de la protection civile. Pour l'heure, les causes qui sont à l'origine de l'incendie sont inconnues. Commençons ce jour et passons à présent à l'actualité à travers le monde. La campagne de la coalition contre l'État islamique commence à montrer des résultats et l'avancée du groupe terroriste en Irak et en Syrie est en train d'être stoppée, ont affirmé hier la soixantaine de pays membres à l'issue d'une réunion ministérielle à Bruxelles. On apprend également que l'Iran participe pour la première fois aux frappes aériennes contre l'État islamique. Américains et Iraniens ont le même cible et affirment aucune coordination n'a lieu entre eux. Ali Abdoulaye.
L'avancée de l'État islamique à travers la Syrie et en Irak est en train d'être stoppée. Les forces irakiennes et les forces du gouvernement régional du Kurdistan, avec le soutien des frappes aériennes de la coalition, regagnent du terrain en Irak, a indiqué la coalition dans un communiqué. Les membres de la coalition, qui comptent des pays occidentaux et des pays arabes, ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble dans le cadre d'une stratégie commune, multiforme et de long terme pour affaiblir et vaincre